Bonjour, chers étudiants. Nous continuons à étudier la psychologie et aujourd'hui, nous allons parler des méthodes de recherche en psychologie. Le thème de notre cours magistral, classification des méthodes de la recherche psychologique. Premièrement, je vous donne la définition de ce terme, la méthode. Le mot méthode vient du grec ancien, méthodos, qui signifie la poursuite ou la recherche d'une voie pour réaliser quelque chose. Du point de vue de la philosophie, la méthode comprend l'ensemble des opérations intellectuelles d'une discipline mise en œuvre pour démontrer, vérifier et établir les vérités qu'elle poursuit. Alors la méthode apparaît comme un ensemble de règles indépendantes de toute recherche, mais visant des formes de raisonnement qui rendraient la réalité accessible à saisir. À présent, les méthodes psychologiques peuvent être divisées en 4 grands groupes. Premièrement, le premier groupe, les méthodes psychologiques non expérimentales. Le groupe suivant, les méthodes diagnostiques. Le troisième groupe, les méthodes expérimentales. Et enfin, les méthodes de formation. Nous commençons par le premier groupe des méthodes de la recherche psychologique, les méthodes non expérimentales. L'observation est une des méthodes qu'on utilise en psychologie le plus souvent, soit comme une méthode autonome, soit pour compléter d'autres méthodes. L'observation est la perception orientée, organisée et la registration ou la fixation de l'objet. C'est une des méthodes empiriques les plus anciennes qui est utilisée à partir de la fin du XIXe siècle en psychologie clinique, sociale, pédagogique, de développement et à partir de la fin du XXe siècle en psychologie du travail qui s'intéresse au comportement naturel de l'individu dans les conditions habituelles. L'observation peut être systématique ou non systématique. L'observation non systématique se fait au cours de la recherche préalable. Pour un chercheur qui réalise une observation non systématique, il est plus important de créer l'image générale du comportement de l'individu ou d'un groupe dans les conditions concrètes au lieu de fixer la dépendance causale ou de faire la description stricte du phénomène. L'observation systématique se fait d'après un plan. Le chercheur isole les particularités enregistrées du comportement, les variables, et classifie les conditions du milieu extérieur. On distingue l'observation totale et sélective. Le premier cas a lieu quand le chercheur enregistre toutes les particularités du comportement accessible à l'étude détaillée. Dans le deuxième cas, il fait attention aux paramètres ou aux actes concrets du comportement, par exemple les cas de la manifestation, de l'agression, etc. L'observation peut être accompagnée par l'enregistrement, les appareils de photo, les caméras, les micros. La fixation des résultats de l'observation peut être faite au cours du processus ou après. Dans le dernier cas, il est important de fixer toute l'information. Un autre problème dont il faut parler à part, c'est le rôle de l'observateur. Le comportement des gens change s'ils savent qu'on les observe et surtout si l'observateur est une personne inconnue. L'observation inclut, sous-entend la participation de l'observateur dans le groupe qu'il étudie. On distingue 2 variantes de l'observation inclue.
Les participants du groupe savent que leur comportement est étudié. Les participants du groupe ne sont pas au courant de ce que leur comportement est étudié. L'objet de l'observation est déterminé par les objectifs et les hypothèses de la recherche. L'objectif détermine le type de l'observation. Quant aux moyens de l'enregistrement des données, aux premières étapes de l'observation, il vaut mieux faire des descriptions plus ou moins développées. Après, pour systématiser ces descriptions, on peut choisir une forme plus laconique. D'habitude, les résultats sont systématisés sous la forme des caractéristiques individuelles ou de groupe qui peuvent servir de base d'une nouvelle analyse psychologique. Le passage de l'observation à l'explication est propre aux méthodes non expérimentales. Quels inconvénients ne peuvent pas être exclus? Avant tout, il s'agit des fautes admises par l'observateur à cause de sa fatigue, de son adaptation à la situation. Un psychologue soviétique, Alexandre Yershov, énumère les fautes typiques de l'observation. Ce sont le halo-effet, l'impression généralisée, l'ignorance des différences, l'effet de l'indulgence, c'est-à-dire la tendance d'apprécier positivement ce qui se passe. La faute suivante, la faute de la tendance centrale, c'est-à-dire l'observateur tient à éviter les extrémités. La faute de la corrélation, c'est-à-dire l'appréciation des caractéristiques du comportement en se basant sur l'observation d'une autre. La faute de contraste, la tendance d'isoler les caractéristiques contraires aux siennes. La faute de la première impression, c'est-à-dire la première impression détermine la perception de l'individu et l'appréciation de son comportement. Maintenant, nous parlons des autres méthodes non expérimentales, telles que l'enquête, les questionnaires, la conversation, l'étude des produits de l'activité, la content-analyse, la méthode monographique. Nous commençons par l'enquête. L'enquête est une étude écrite d'opinion. C'est une des méthodes psychologiques les plus populaires. Il y a 3 types de questionnaires utilisés en psychologie. Les questionnaires qui comprennent des questions directes dont le but est révéler les caractéristiques dont les individus se rendent compte. Les questionnaires sélectifs qui proposent le choix des réponses. Le participant choisit celle qui lui convient mieux. Les questionnaires échelle, où on doit apprécier en point les réponses proposées. Ces types d'enquêtes ne diffèrent pas principalement, ce sont les modifications d'une méthode. Tout de même, les enquêtes qui contiennent seulement des questions demandent l'analyse préalable des réponses, tandis que les enquêtes échelle permettent d'analyser plus facilement les données reçues. L'avantage incontestable de cette méthode est la possibilité d'amasser un vaste matériel en peu de temps. L'inconvénient consiste en ce qu'on relève seulement la couche superficielle des facteurs. La conversation. La conversation, c'est le dialogue entre deux individus au cours duquel une personne révèle les particularités psychologiques de l'autre.
C'est une méthode qui est propre seulement à la psychologie parce qu'elle se base sur la communication entre le sujet et l'objet d'étude. Le cours de la conversation peut être fixé complètement ou sélectivement conformément aux objectifs de la recherche. On utilise souvent les magnétophones pour enregistrer toute la conversation. L'étude des produits de l'activité. L'étude des produits de l'activité au cours de laquelle le psychologue analyse les journaux intimes, des notes, des archives, des produits de l'activité de travail, d'études, d'art. Différents produits de l'activité servent d'objet d'étude en psychologie. Ce sont les vers, les dessins, les journaux intimes, les compositions, etc. En appliquant cette méthode, on analyse non seulement le contenu, mais aussi les caractéristiques formelles des objets étudiés. La méthode psychologique non expérimentale suivante, la méthode, c'est la content-analyse, c'est-à-dire l'analyse du contenu. Le content-analyse est une méthode stricte et bien élaborée de l'analyse des documents. Le chercheur révèle les unités du contenu et quantifie les données reçues. Cette méthode est largement employée en psychologie et en sciences sociales en général. Les unités du texte de la content-analyse peuvent être les mots ou un jugement, une thèse, un personnage, un auteur, etc. La méthode monographique est l'étude des particularités individuelles ou d'âge des individus concrets avec la fixation de leur comportement, de leur activité et de leur rapport avec leur entourage dans toutes les sphères de leur vie. C'est une méthode synthétique qui se base sur l'ensemble des méthodes expérimentales et non expérimentales. Le chercheur tient à révéler les régularités générales de la structure et du développement des formations psychiques. En général, en psychologie, on utilise un ensemble de méthodes différentes qui se contrôlent et qui se complètent. Le groupe suivant, les méthodes diagnostiques. Les tests différents forment le groupe des méthodes diagnostiques. Le test est un devoir standardisé dont le résultat permet de mesurer les caractéristiques psychologiques des gens. L'objectif du test est le diagnostic des particularités individuelles psychologiques de l'individu et leur corrélation avec des normes et standards existants. L'utilisation des tests concrets reflète les objectifs du chercheur et de la recherche. En psychologie étrangère, les tests est le moyen de mesurer les particularités innées, intellectuelles et caractéristiques de l'individu. En psychologie russe, cette méthode est utilisée pour déterminer le niveau du développement de ces particularités psychologiques. Les résultats des tests indiquent le niveau du développement psychique de l'individu conditionné par plusieurs facteurs qui ne sont pas contrôlés au cours du test. C'est pourquoi les résultats de cette étude ne déterminent pas les possibilités de l'individu.
il est nécessaire de suivre rigoureusement l'instruction et utiliser les matériels diagnostiques du même type. Pour organiser un test, le chercheur doit faire des travaux préparatoires pour prendre les connaissances concernant le matériel, l'instruction et les moyens de l'analyse des données reçues. L'inconvénient de cette méthode est le fait que le participant comprend que la situation est artificielle, ce qui peut déformer les résultats. La possibilité de réaliser un vaste éventail des objectifs forme l'avantage de cette méthode. En différence des méthodes non expérimentales, les méthodes diagnostiques non seulement décrivent le phénomène étudié, mais aussi donnent sa qualification qualitative ou quantitative. La particularité commune de ces deux groupes de méthodes est ce qu'elles ne l'expliquent pas, c'est déjà l'objectif des méthodes expérimentales. Et maintenant, la classification des tests. La classification des tests. Premièrement, les tests pour étudier les capacités, c'est-à-dire les tests créés pour analyser les fonctions et les connaissances intellectuelles en corrélation avec des facteurs personnels, la volubilité, la rigidité motrice. Les tests pour étudier les maniements et les pratiques. Le type suivant des tests, les tests de perception, c'est-à-dire pour étudier tous les organes des sens. Les questionnaires, un autre type de test, ce sont les réponses aux questions sur le comportement, les goûts, les habitudes. Les avis. L'objectif de ces tests est de révéler l'attitude de l'individu aux autres gens, aux normes du comportement. Les tests esthétiques. On détermine les préférences concernant les œuvres d'art. Les tests de projection. Le groupe de méthodes qui propose à l'individu de réagir à la situation, par exemple, interpréter une image. Les tests de situation, la création d'une situation concrète. Les jeux permettent de montrer les particularités individuelles de la personnalité. Les tests et enfin les tests physiques, le poids où on peut mesurer, ou la turgence. Maintenant, nous passons aux autres groupes, grands groupes des méthodes, et ce sont les méthodes expérimentales. Les méthodes expérimentales, et strictement, nous allons parler de l'expérience. L'expérience psychologique sous-entend la possibilité de la participation active du chercheur à l'activité de l'individu avec le but de la création des conditions permettant de révéler l'effet psychologique. La spécificité des méthodes expérimentales consiste en, premièrement, organisation des conditions spécifiques de l'activité influençant sur les particularités étudiées des individus. Deuxièmement, changement de ces conditions au cours de l'expérience. Il existe trois
types des méthodes expérimentales proprement dites. Vous voyez sur la diapositive une expérience naturelle, une expérience de modélisation, une expérience de laboratoire. L'expérience naturelle est proche aux méthodes non expérimentales parce que ces conditions sont organisées par la vie et non pas par le chercheur. Il profite de la combinaison des conditions de l'activité des participants et fixe les particularités psychologiques étudiées à l'aide des méthodes non expérimentales et diagnostiques. La situation naturelle est l'avantage de cette méthode, mais il est bien difficile de trouver ces conditions contrastantes. Au cours de l'expérience de modélisation, le participant suit les instructions du chercheur et il est au courant de ce qui se passe. L'expérience de laboratoire. Ce type de l'expérience a lieu dans un laboratoire fourni de tout l'équipement nécessaire. Les conditions expérimentales sont artificielles. Cette méthode est utilisée pour l'étude des fonctions psychiques élémentaires et plus rarement des phénomènes psychiques compliqués. L'expérience comprend 6 étapes. Vous voyez les étapes de l'expérience. Premièrement, il faut poser le problème. Après ça, il faut avoir une hypothèse théorique. L'étape suivante, l'expérimentation elle-même. Après ça, recueil et analyse des données reçues au cours de cette expérimentation. L'étape suivante, interprétation des résultats. Et enfin, conclusion. Les avantages de la méthode expérimentale sont qu'elle permet une manipulation rigoureuse d'une ou plusieurs variables, ainsi la maximisation de la prédiction des résultats. Elle permet également la détermination des conditions exactes d'apparition d'un phénomène, de manière à être sûr que l'unique différence observée est bien due à la variable et non pas à d'autres variables. Elle permet le contrôle total de la situation de recherche et des conclusions que l'on peut en tirer. Les inconvénients de cette méthode sont que les résultats obtenus sont dans des conditions artificielles en laboratoire et sont donc difficilement généralisables à des situations naturelles. Dans la pratique, certaines variables ne peuvent être manipulées pour des raisons éthiques. Par exemple, on ne provoque pas un divorce, c'est un exemple. On ne peut donc pas toujours travailler sur des variables provoquées, il faut chercher des variables invoquées. Dans ce cas, le contrôle des variables parasites sera encore plus fort. Le fait de contrôler tous ces aspects et de prédire avec précision des comportements ne permet pas d'étudier pleinement les conduites naturelles dans toute leur complexité. On
On utilise cette méthode, la méthode expérimentale, dans de différentes branches de la psychologie. Par exemple, on utilise la méthode expérimentale en psychologie sociale. En laboratoire, on peut soumettre les participants à des situations sociales précises, les placer dans les situations d'interaction dans des conditions manipulées. On peut aussi manipuler les caractéristiques d'une situation avec des compères du chercheur et observer les conduites des vrais participants. On utilise cette méthode en psychologie du développement. Dans le domaine éducatif, on pratique des études manipulant les facteurs du développement. On utilise cette méthode en psychologie clinique. On l'utilise dans l'évaluation des psychothérapies. La variable est l'intervention du psychologue la variable invoquée est l'intervention du psychologue et la variable provoquée est l'effet thérapeutique sur le sujet, soit la disparition du symptôme. Un groupe de sujets suit la psychothérapie, l'autre non. Et enfin, on utilise la méthode expérimentale en psychologie cognitive. On l'utilise dans le domaine éducatif ou celui du travail. Voilà, nous avons envisagé aujourd'hui les méthodes expérimentales et non expérimentales, les méthodes diagnostiques. Mais il nous reste encore un grand groupe de méthodes, mais nous allons parler très brièvement. Le quatrième groupe de méthodes de formation. Tous les trois groupes de méthodes ne sont pas destinés au changement de l'objet d'étude. C'est l'objectif des méthodes de formation. Les méthodes de formation comprennent toutes les variétés de l'expérience sociale dont l'objet est un groupe concret d'individus. Parmi ces méthodes, il faut nommer une expérience de transformation, une expérience psychologique et pédagogique, une expérience de formation elle-même, la méthode génético-expérimentale et la méthode de formation par étapes. Selon un grand psychologue et pédagogue soviétique et russe, Vassili Vassilievich Davidov, ces méthodes ne sont pas destinées à la constatation des particularités des formes empiriques du psychisme, mais à leur modélisation active, ce qui permet de découvrir leur nature. Une expérience de formation est un caractère de masse prolongé, complexe, dont le but est la réalisation d'une conception théorique dans un domaine concret. Maintenant, c'est tout. Nous avons parlé aujourd'hui des méthodes de recherche en psychologie. Merci de votre attention.